Je voudrais dire, c'est très beau cet hommage à Maurice Berthaud. Il faut reconnaître, s'il n'avait pas écrit ou dit, parce que malheureusement il n'a pas assez écrit, Maurice, et on lui a souvent dit, mais il faut reconnaître qu'on ne serait pas là ce soir, parce que la somme d'informations qu'il a assemblées, moi, m'a permis de démarrer ces visites et d'aller plus loin sur des conférences sur les Mangini, les Bérard et toutes les réalisations, c'est surtout ça l'important. Donc ce vaste inventaire a été réalisé, on a pu donc le mettre en musique. C'est tout simplement ce qu'on a essayé de faire au cours de ces années. Alors maintenant, on va passer, non pas aux choses sérieuses, mais on va passer aux choses concrètes. Nous avons parmi nous une écrivaine. Non, ça te dérange que je dise comme ça. Bon, Laurence Durand-Jaillard, je vous la présente. Et donc, elle a travaillé avec nous sur la saga Mangini, en particulier pour nous aider à écrire le scénario de la pièce qu'on n'a pas vu dans le film. Hein. On a joué quand même un spectacle sur toutes ces familles Seguin et Mangini. Et donc, effectivement, dans la suite du travail de Maurice Berthaud et à la demande insistante, on va dire, même de Guy Mangini, hein, il fallait absolument que l'on écrive quelque chose. Et donc, c'est notre amie Laurence qui s'y est attelée, avec les conseils, les différentes interventions des uns des autres. Alors, je te laisse la parole. À toi de discuter. Merci Pierre. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous voir. Ça me fait chaud au cœur. Je voulais bien sûr remercier aussi l'équipe de l'association Merci, car en participant à l'opération, ce bel événement dont vous avez vu des images, ils m'ont mis le pied à l'étrier, parce qu'en réalité, j'ai écrit déjà pour la saga un petit livre, ce qui m'a permis d'entrer profondément dans l'histoire de la famille Mangini. Je remercie David Bergman qui nous laisse au site de la Pérolière. Juste pour situer ce château de la Pérolière, Félix Mangini parlait d'une villa, donc c'était une demeure de campagne en fait, qui a été construite en 1889. Donc il faut imaginer que dans ce château, Félix Mangini, ses proches, ses enfants, plus tard d'autres générations, ont effectué des séjours plutôt agréables. Beaucoup de monde ont parlé de Guy Mangini, moi aussi bien sûr je veux parler de lui, je pense très fort à lui, je vous associe à ses pensées, car c'est Guy Mangini, vous l'avez compris, qui a souhaité ce livre et qui l'a rendu possible. Il a été le mécène de ce livre. Il a été mon interlocuteur pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, je lui faisais relire les textes. Il faisait les corrections qu'il souhaitait, et en réalité, il n'y avait quasiment pas de correction, car il m'avait dit d'emblée, je vous laisse liberté totale, je vous fais tout à fait confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, car ça n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, je suis ravie de savoir qu'il y a des personnes de la famille de Guy Mangini qui sont avec nous ce soir, qui pourront lui transmettre mes chaleureuses pensées et ma grande reconnaissance pour cette liberté. Alors, les voix des Mangini, quelles sont-elles? Donc, comme je vous l'avais vu dans l'invitation, on connaît les guillemets, les gilets, les lumières. Donc, ce sont des entrepreneurs, des industriels qui ont sévi dans cette période charnière entre le 19e et le 20e. Mais finalement, les Mangini, hormis un petit cercle de connaisseurs, Maurice Berthaud a fait un travail fantastique à ce sujet, et donc la famille, on ne connaissait pas les Mangini. Et pour autant, ce sont également des gens qui étaient, comme les guillemets, les gilets, les lumières, entrepreneurs, industriels, pionniers, innovants. Et donc, qui ont fait beaucoup pour le territoire ici, mais aussi pour Lyon. Et ils avaient également à leur côté des personnes exceptionnelles. Donc, vous découvrirez dans le livre toutes sortes de réalisations. Donc, moi, je voulais vous en citer quelques-unes qui vont vous montrer le caractère novateur des réalisations entreprises par toute cette famille Mangini. Donc, bien sûr, la première voie ferrée de France qui transportait des voyageurs. C'était une ligne entre Lyon et Saint-Étienne. Elle fut inaugurée en 1832. On la doit à Marc Seguin, qui était un inventeur génial, un ardéchois, et qui en particulier avait mis au point une chaudière tubulaire grâce à laquelle les locomotives pouvaient filer à cette vitesse folle de 50 km/h.
Donc Marc Seguin est l'auteur véritablement de cette ligne, de cette première ligne pour les voyageurs, mais il avait à son côté son ami Lazare Mangini, et qui était lui un génie du génie civil. Cette fois, on retrouve Lazare Mangini à l'œuvre pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre Toulon et Nice. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette construction est en fait à l'origine de la croisette de Cannes, car les déblais qui étaient occasionnés par ce chantier ferroviaire ont été utilisés pour faire une voie, et cette voie, enfin une voie cette fois piétonne, et cette voie est devenue plus tard la croisette. C'était une idée de Lucien Mangini d'utiliser ces déblais. Lucien était donc le fils aîné de Lazare, et il a fait à cette occasion, sur ce chantier, ses premiers pas en matière ferroviaire dans le sillage de son père. On va parler aussi de l'assèchement de la Dombe, qui était voulu par les deux fils de Lazare, Félix et Lucien, et des personnes éclairées comme eux, comme par exemple Barthélemy Arlès Dufour. Cet assèchement était une histoire de train encore, car les trains ont été la grande affaire des Mangini. Mais pas seulement. Il faut évoquer par exemple le premier sanatorium de France pour soigner la tuberculose, qui était véritablement un fléau. C'était à Hauteville, dans l'Ain, au début du XXe siècle. Félix Mangini a dépensé sans compter et joué de tout son réseau pour cette réalisation qui a été mise en œuvre par son gendre Léon Bérard. On retrouve encore les frères Mangini et Augustin Seguin, un fils de Marc Seguin, aux manettes des chantiers de la Buire à Lyon. On construisait des wagons, du matériel ferroviaire, des bateaux. Plus de 1800 ouvriers y ont travaillé. Je voudrais dire à ce propos que les Mangini ont beaucoup œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers, en particulier Félix. On leur doit les 128 maisons Mangini. C'était donc des logements simples, confortables, accessibles, et qui étaient en quelque sorte les ancêtres de nos HLM. Félix et des proches baignés de la pensée saint-simonienne, dont vous a parlé Philippe, comme Barthélemy Arlès Dufour, ont aussi posé les bases de la SEPR, Société d'enseignement professionnel du Rhône. Il s'agissait d'apporter une formation affûtée à la classe ouvrière. La SEPR existe toujours, elle est un acteur majeur de la formation professionnelle initiale. Léon Bérard avait épousé Hélène Mangini, une fille de Félix. Il était donc un gendre de Félix. Il fut un médecin et un chirurgien très brillant et un professeur de médecine charismatique. On croise à ses côtés Auguste Lumière. C'est une histoire passionnante. On lui doit entre autres la réalisation de cet établissement spécialisé en cancérologie, le centre Léon Bérard. Sa première pierre est posée en décembre 1950. Malheureusement, Léon Bérard n'a pas pu voir la réalisation de ce centre, il était décédé. Et le centre Léon Bérard demeure de premier plan pour toute notre région. Mais pourquoi ne pas se lancer dans une expédition complètement audacieuse à travers toute l'Asie centrale, la Mongolie, jusqu'à la Sibérie orientale? Lucien Mangini était un proche de ce milieu d'explorateurs et de géographes. Et il a souhaité que son jeune fils Henri parte en 1894 dans cette folle aventure. Elle était pilotée par Jean Chavanjon, qui était un explorateur chevronné. Cette expédition extraordinaire a duré 2 ans, 8000 km. C'est une histoire fascinante et emblématique de cette époque, car on était friand d'expéditions audacieuses, il restait encore tant de territoires à découvrir. Je suis journaliste. J'ai exercé ce métier pendant plusieurs décennies, je ne vous dirai pas combien. Aussi, j'ai voulu écrire cette histoire des Mangini comme un récit. Je l'ai souhaité le plus vivant possible, facile à lire, pour un large public, en particulier les jeunes par exemple, avec des verbatims, des encadrés, des focus. Ce n'est pas un ouvrage académique ni historique. Vous découvrirez 7 chapitres correspondant à une personnalité Mangini. Le patriarche fondateur de la lignée, Lazare, modeste immigré italien, venu de la région de Genova et arrivé en région lyonnaise en 1829. Chacun de ses fils, Lucien, Félix, Léon Bérard, le gendre, Henri Mangini, fils de Lucien, un des fils de Lucien, mais aussi Anne-Julie Mangini, l'épouse de Lucien, et Hélène Bérard, épouse de Léon Bérard. Les femmes, en effet, ne sont pas beaucoup sur le devant de la scène à cette époque, hormis quelques exceptions, comme Marie Curie, qui était d'ailleurs une amie de Léon Bérard. Elles sont avant tout des épouses, des mères de famille,
des ouvrières aussi, et je pourrais dire qu'à la SEPR, on a créé dès le départ des classes pour la formation des femmes. Donc voilà pourquoi j'ai voulu consacrer un chapitre à Anne-Julie et à Hélène. Anne-Julie a voulu que leur belle demeure du château des Halles, pas loin d'ici, imaginée par Lucien, devienne un centre hospitalier et de convalescence. Elle en fit don aux hospices civils de Lyon. Hélène Bérard était très active sur le plan social et elle a fait preuve d'une grande innovation avec le Centre d'orientation sociale. C'était un centre qui fédérait toutes sortes d'associations, évitait la dispersion des énergies et permettait aux demandeurs de trouver facilement la réponse à leurs attentes. On parlerait aujourd'hui de plateformes collaboratives. Chaque chapitre déroule donc une histoire Mangini. J'ai voulu aussi pour chacun d'eux donner la parole à un Mangini contemporain pour qu'il évoque son aïeul. J'ai voulu aussi mettre en lumière un lieu cher à chacun des Mangini. Avec mon frère Denis Jaillard, photographe, nous avons ainsi effectué de bien jolis reportages. Ce n'est bien sûr pas une histoire exclusive de la famille Mangini, on le comprend. Mon choix était de mettre en avant certains plus que d'autres pour illustrer toute une époque, car en toile de fond de chacun de ces itinéraires se dessinent de profonds changements, voire des bouleversements. Il suffit de découvrir par exemple à quel point le surgissement du train dans le paysage de France a suscité de violents rejets, des peurs incontrôlables. Nous sommes à la période de la révolution industrielle. La société française sort de son passé rural et connaît toutes sortes de transformations technologiques, sociales, médicales, philosophiques. On peut parler à cette occasion de ce courant de pensée politique et social, le saint-simonisme, qui a certainement imprégné les Mangini. Cette période avait comme mot d'ordre le progrès, l'audace, l'innovation, le désir d'aller de l'avant. Cela pourrait nous rappeler quelque chose. Les Mangini illustrent parfaitement cette période qui s'étend sur plusieurs décennies. Ils avaient foi dans le progrès, se sont lancés avec enthousiasme sur de nouvelles voies prometteuses. Lazare, modeste immigré, est devenu, grâce à son esprit d'entreprendre, un homme bien établi. Ses descendants également. Mais je veux souligner que les Mangini ne se sont pas contentés d'être de brillants et audacieux entrepreneurs. Ils gardaient les yeux ouverts sur le monde qui les entourait et ont fait preuve de générosité, de fraternité, d'humanisme. Oui, ils étaient bien des humanistes. Cette valeur d'humanisme est essentielle aux yeux de Guy Mangini. Il parle de valeurs familiales et a souhaité que ce livre parle d'humanisme à ses lecteurs. Voilà donc aussi les voix, cette fois avec un X, des Mangini. Pour illustrer justement le contexte de cette époque et donner de la profondeur intellectuelle à ce récit, j'ai fait appel à Philippe Dujardin. Il signe la postface de cet ouvrage. Politologue, ancien conseiller scientifique de la direction de la prospective du Grand Lyon, il nous donne les clés pour mieux comprendre toutes ces transformations qui agitaient Lyon à cette époque. Un dernier mot, je veux souligner la qualité du travail qu'ont effectué les éditions Libelle. Pour un auteur, c'est très gratifiant de voir son travail si bien mis en valeur. Donc je vous souhaite maintenant une bonne soirée et bonne lecture, et si vous souhaitez, il y a des livres qui sont en vente là-bas. Voilà, merci.